Merci de préférer la télévision nationale pour vous informer à la une de l'actualité. Les délégués chargés de vulgariser les 35 résolutions du cadre de dialogue inclusif interguinéen ont quitté Conakry ce matin pour l'intérieur du pays. C'était en présence du Premier ministre Dr Bernard Goumou. Le film de l'événement, c'est dans un très bref instant. Et puis l'ONU Habitat présente au gouvernement le schéma directeur d'aménagement du Grand Conakry, Vision 2040. Ce outil stratégique de planification territoriale vient remplacer le plan de développement de 1989. Enfin, plus de 167 millions d'euros de dettes contractées avec la France sont réorientés pour financer des projets de développement en Guinée et l'accord de la phase 3 du moratoire également est signé avec l'ambassade de France en Guinée. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Je vous le disais à l'instant, les différents délégués choisis pour vulgariser les 35 résolutions du cadre de dialogue inclusif interguinéen ont quitté Conakry ce matin même pour l'intérieur du pays. Un départ officié par le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, au Palais du Peuple. Compte rendu Ousmane Bangoura. Les membres du cadre de dialogue inclusif interguinéen s'apprêtent à se rendre à l'intérieur du pays pour la vulgarisation des 35 résolutions. Juste avant le départ, ils reçoivent les dernières instructions du Premier ministre, chef du gouvernement. Occasion pour Dr Bernard Goumou d'exhorter les uns et les autres à œuvrer dans le sens de la promotion du renforcement du tissu social en Guinée. Cet État participe à éclairer nos compatriotes sur ce qui est pris en engagement et en résolution politique et sociale en leur nom. Nous avons ensemble une mission de rassemblement. Et l'œuvre que vous portez aujourd'hui est le fruit de l'entente entre une large partie de la classe politique, de la société civile, de la part du gouvernement, ainsi que du CNRD. Nous le faisons parce que le président de la transition, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, veut une Guinée apaisée. Pour cela, il a érigé le dialogue permanent en un principe de gouvernance. Nous sommes en train de poursuivre afin d'amener ceux qui étaient réticents, ceux qui étaient absents, à rejoindre ce cadre de dialogue permanent. Ces délégués vont sillonner les 33 préfectures, 6 communes de Conakry et les 99 sous-préfectures du pays en vue d'assurer une bonne vulgarisation de ces 35 résolutions issues du cadre de dialogue inclusif interguinéen. Nous avons décidé donc, à travers les facilitatrices, d'engager cette campagne de vulgarisation pour que les populations à la base, jusque dans les confins, puissent s'approprier de ces 35 résolutions et que ce soit la même conjugaison dans l'ensemble afin que nous puissions apaiser non seulement la transition mais au-delà que tout le monde soit conscient des enjeux majeurs qui font le contour de cette transition. Nous sommes bien outillés, on a fait des formations par rapport à ça et j'espère que ça se passera très bien. Pour qu'il y ait la cohésion, la paix dans le pays et pour qu'on puisse aller de l'avant ensemble et pour développer ce pays. Les délégués vulgarisateurs de ces résolutions mettront 10 jours à profit pour approcher des populations au contenu de ce document dont la connaissance permettra de cultiver la paix, le tissu social et le vivre ensemble dans tout le pays. Et puis la rencontre initialement prévue entre le Premier ministre Dr Bernard Goumou et les forces vives de la nation ne s'est finalement pas tenue ce jeudi à Conakry. Les acteurs socio-professionnels concernés n'ont pas répondu à cette invitation initiée par les confessions religieuses, mais le chef du gouvernement ne désarme pas et se dit engagé à décrisper la crise sociopolitique en Guinée. Adi Kamara pour les détails. Dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale, le Premier ministre répond à l'invitation des chefs religieux et des sages du pays. Bien que les forces vives étaient absentes au rendez-vous, Dr Bernard Goumou, attaché aux valeurs qui gouvernent la stabilité dans le pays, réaffirme sa volonté de réunir tous les Guinéens autour d'une même table. C'est dommage de constater encore la chaise vide
de nos frères. Je réitère encore à nouveau la main tendue du gouvernement et j'ai dit à nos religieux qu'à tout moment, lorsqu'ils auront besoin de moi, je viendrai m'asseoir à cette table d'échange et de négociation avec nos frères. La Guinée appartient à tous les Guinéens. C'est dans ce cadre que nous faisons des efforts. Et pour rester en droite ligne et dans la vision du président de la transition, du président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, qui m'a confié une mission ultime. Ma première mission d'ailleurs, c'est d'apporter la paix et la cohésion en Guinée. Je ne serai jamais fatigué. Je reviendrai 1000 fois pour qu'on puisse s'asseoir. Et je suis sûr qu'ensemble, on peut trouver des solutions pour la Guinée. Pour le Premier ministre, les orientations que le CNRD, sous la direction du colonel Mamadi Doumbouya, privilégie, c'est de faire taire les rancœurs, construire la paix en vue d'impulser le développement social et économique du pays. Nous avons pris la ferme révolution qui n'aura pas de sujet tabou. Nous avons invité les religieux et les sages d'être même arbitres entre ces deux groupes. C'est-à-dire, je veux parler du gouvernement et également des forces vives. C'est pour dire que tout ce que les religieux vont dire au gouvernement et également à nos frères des forums des forces vives doivent accepter des deux parties. Dans cette démarche, le Premier ministre ne veut rien lâcher. Il compte amener tous les Guinéens à s'intéresser à l'essentiel. Audience au CNT, le président du Conseil national de la transition s'est entretenu ce jeudi avec les ambassadeurs de la Belgique et de la Chine. Le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre leur pays et la Guinée était au cœur des échanges. Tous réitèrent leur engagement à soutenir le processus de la transition en Guinée. Abdoulaye Ningilandi Diallo. Au Conseil national de la transition, l'ambassadeur de la République fédérale de Belgique rencontre le président de l'organe législatif entouré de certains membres du bureau. Au menu des discussions, renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la Guinée et la Belgique. Notre coopération porte sur le développement socio-économique des groupes vulnérables, les jeunes et les femmes, et on prépare un nouveau programme dans le domaine de la formation et de l'emploi des jeunes et dans la continuité avec le développement socio-économique des jeunes et des femmes dans l'axe Conakry-Kindia-Mamou. Peu après cette audience, c'est le tour de la représentation diplomatique chinoise d'échanger avec les conseillers nationaux. La construction du siège de l'Assemblée nationale, qui est un autre don de la Chine à la Guinée, est l'un des sujets inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la Chine va terminer le plan d'exécution bientôt. Et on va lancer un appel d'offres d'après les offres des entrepreneurs. On va démarrer les travaux dans la seconde moitié de cette année. Depuis des années, la Guinée et la Chine sont liées par une longue amitié traditionnelle, nourrie et entretenue par les différents régimes qui se sont succédés à la tête des deux pays. Nous avons présenté à son Excellence Monsieur l'Ambassadeur les priorités de notre institution par rapport à cette transition qui porte sur 3 points essentiels. Réussir l'élaboration d'une nouvelle constitution avec le peuple. Et deuxième priorité, c'est la construction du siège de la nouvelle Assemblée nationale, qui est une grande et une importante priorité à la fois pour nous, le CNT, et pour le président de la transition. Le troisième défi et priorité, c'est de réussir à réformer et à restructurer l'administration parlementaire pour qu'elle soit efficace et pour qu'elle soit crédible dans le cadre de l'accompagnement des futurs parlementaires. En cette période historique que traverse la Guinée, la Chine, à travers sa représentation diplomatique, réitère son engagement à s'impliquer activement pour la réussite de la transition.
Enchaîne avec ce communiqué du CNT portant convocation à une plénière. Monsieur le Président du Conseil national de la transition convie l'ensemble des honorables conseillers à une plénière ce vendredi 17 mars 2023 à 15h à l'hémicycle du Palais du Peuple. La plénière est consacrée aux questions orales et écrites à l'attention du ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Sont invités à prendre part à la présente plénière le Premier ministre, chef de gouvernement, les présidents des institutions républicaines, les conseillers du président de la transition chargés des relations avec les institutions républicaines, la ministre du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, les membres du gouvernement, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, les maires des 6 communes de Conakry, Monsieur le représentant de l'Association des communes de Guinée, les représentants du patronat de Guinée, les représentants de la Chambre nationale d'agriculture de Guinée, les représentants de la Chambre de commerce, de l'industrie et de l'artisanat en Guinée, les représentants de l'Union des consommateurs de Guinée, les représentants de la Fédération de défense des consommateurs de Guinée, les représentants des coalitions des partis politiques, les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010, les représentants des organisations de la société civile, les représentants des organisations de la presse publique et privée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers nationaux est exigée. Signé Dr Dansa Kourouma, président du CNT. La communauté musulmane a les yeux rivés sur la Mauritanie qui accueille le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI. Cette 49e session de l'organisation de la conférence islamique aborde plusieurs thématiques dont la sécurité dans les pays islamiques et le dossier palestinien. Une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères prend part aux travaux. Alpha Siagaba. La plus grande organisation inter-État après l'ONU convie ses membres à Nouakchott. L'OCI se penche cette année sur des problématiques d'ensemble comme la situation palestinienne. À l'ordre du jour figure aussi la sécurité et la stabilité du monde musulman, une question qui interpelle la Guinée, membre fondateur de l'organisation. Dans son adresse à ses pairs, le chef de la diplomatie guinéenne évoque cet aspect sécuritaire au sein de la Oumma islamique. Pour la Guinée, la sécurité passe avant tout. Et la sécurité dans toutes ses dimensions. D'abord la sécurité au niveau des frontières, la sécurité intérieure, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire. Donc bref, si nous voulons que la Oumma islamique continue à jouer son rôle, il faut d'abord que cette Oumma soit en sécurité dans un monde sécurisé. Plusieurs dossiers étaient sur la table, notamment les rapports tendus entre l'Inde et le Pakistan. Des inquiétudes ont été exprimées au sujet de ce dossier et d'autres points comme le terrorisme et le soutien à certains États. Un des points abordés par ce 49e Conseil des ministres des Affaires étrangères porte sur le soutien de l'OCI à la transition en Guinée. Je suis très honoré, je suis très heureux, je suis très content de voir que l'OCI va prendre une déclaration, une décision portant spécifiquement sur le soutien à la transition guinéenne. C'est un message fort qui est envoyé au chef de l'État guinéen, à son gouvernement et à son peuple. Cette année, c'est la Mauritanie qui prend la présidence de la conférence des ministres des Affaires étrangères de l'OCI. Son rôle pendant ce mandat, veiller sur la paix dans le monde musulman. Le flambeau jusque-là était tenu par le Pakistan. La Commission de la condition de la femme a ouvert ses travaux le 6 mars dernier à New York, une session à laquelle participent de nombreux représentants de gouvernements, d'institutions et de la société civile afin de trouver des stratégies de réalisation de l'égalité des sexes. La Guinée y est représentée par sa ministre de la promotion féminine qui a décliné les acquis, les défis et les perspectives de notre pays en matière d'égalité entre femmes et hommes. Reportage Fatoumata Samoura.
C'est le défi de la 67e session de la Commission sur la condition de la femme. Cerner le rôle de l'innovation, de l'évolution technologique et de l'éducation à l'ère du numérique. Dans la réalisation de l'égalité des sexes, le sujet est un débat au niveau des États membres. Une priorité pour les autorités guinéennes présentes à New York. Pour répondre aux attentes du thème prioritaire de cette année, le rapport de mon pays met en évidence les disparités dans les domaines de l'accès aux technologies de l'information et de la communication, les acquis en matière de prise en compte de la dimension genre, les principaux défis dans le secteur et les perspectives pour l'accès égalitaire de tous. L'un des défis clés en Guinée est l'accès limité de la technologie et à l'Internet pour les femmes et les filles. Selon les données de l'Union internationale des télécommunications, seulement 33% des femmes en Guinée ont accès à Internet. La question de l'égalité homme-femme est prise très au sérieux dans ces débats. L'enjeu reste de taille pour la Commission, tout comme les sujets liés à la technologie. En termes d'acquis, on note l'initiation de la Semaine nationale du mérite scolaire, la digitalisation en cours du système éducatif guinéen dans le cadre de la transformation de l'éducation selon les recommandations de l'UNESCO. 196 cyber ont été construits et équipés dans certains établissements d'enseignement secondaire, professionnel et supérieur du pays à travers une initiation présidentielle. En dépit des efforts précités, l'accès des femmes et des filles aux technologies de l'information et de la communication reste encore très limité, tant sur le plan formel qu'informel, surtout en zone rurale. À cette 67e session de la Commission sur la condition de la femme, le diagnostic sur ces différentes questions est clairement posé. Ici à Conakry, la mission de la CPI poursuit son séjour. Les émissaires du bureau du procureur et du fonds d'indemnisation des victimes sont en train d'évaluer le niveau d'avancement du dossier du procès du 28 septembre. La délégation a rencontré les magistrats de la Cour d'appel de Conakry, la cellule de communication du procès et le barreau. Les échanges ont porté sur le renforcement de capacités. Tierno Younoussaba. La mission de la Cour pénale internationale a échangé avec les magistrats de la Cour d'appel de Conakry. La rencontre a porté sur l'évolution du procès du 28 septembre. Des besoins de formation sont exprimés par la Cour. Nous savons que notre pays évolue suivant le principe du double degré des juridictions, ce qui veut dire que lorsque la décision va intervenir au niveau du tribunal de première instance de Dixine, qui tient ce procès, cette décision est susceptible d'appel de la part des acteurs qui sentiront leur intérêt lésé par la décision. Donc cette décision peut être déférée à la Cour d'appel. En tant que juridiction du second degré, nous avons besoin du renforcement des capacités des magistrats de cette Cour. La Cour pénale internationale mesure le rôle que joue la communication dans ce genre de procès. C'est pourquoi la délégation a rencontré la cellule chargée du traitement de l'information. La délégation se dit satisfaite du travail en cours. Au niveau de la cellule de communication, nous avons dit qu'il fallait ouvrir le procès, donner le label Guinée en matière de couverture de procès, c'est-à-dire qu'un procès sans restriction, parce que nous avons dit déjà que même au niveau de la CPI, les procès étaient couverts en différé. Nous avons dit mais pourquoi ne pas imposer le label Guinée en matière de couverture. Donc nous avons fait confiance à la presse guinéenne et aujourd'hui on se rend compte qu'on a eu raison d'expérimenter cette façon de couverture intégrale et en direct d'un événement aussi important dans notre pays. La mission de la Cour pénale internationale compte accompagner la Guinée pour la réussite du procès. Avec le barreau, beaucoup de sujets sont développés, notamment le droit à la défense.
Ouverture à Kouroussa des audiences foraines, 11 dossiers sont à examiner au cours de ce procès, notamment des cas de viol, d'assassinat et d'incendie volontaire. Les accusés sont poursuivis par le procureur de première instance de Kankan. Les précisions avec Fodé Bangali Fofana. La justice de paix de Kouroussa ouvre ses portes et fenêtres pour accueillir les audiences foraines. Il y a eu assez de dossiers sortis du cabinet d'instruction pour lesquels les audiences n'avaient pas été tenues. Aujourd'hui, c'est chose faite. 11 dossiers sont inscrits au rôle, parmi lesquels 4 dossiers criminels qui ont été examinés au cours de cette première journée de l'ouverture de ces audiences foraines. Nous avons jugé nécessaire que toutes les affaires criminelles de Kouroussa soient jugées à Kouroussa et non ailleurs. Et en le faisant, la population aura les yeux et l'œil vigilants sur la situation, comment les choses sont jugées, quelles sont les peines infligées sur les délinquants, les accusés. Et voilà pourquoi on a tout fait pour que les choses se passent ici. Des cas de viol, d'assassinat, de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, mais aussi d'incendies volontaires sont à examiner au cours de ces audiences foraines. Le premier dossier, c'était un dossier de viol qui a été vidé sur siège. Alors, il s'agit du dossier de Mohamed Kamara, qui est poursuivi pour viol sur mineur, une fillette de 3 ans. Après les débats et les plaidoiries et réquisitions, le tribunal a condamné M. Mohamed Kamara à 15 ans de réclusion criminelle. Le deuxième dossier, dont le délibéré a été vidé également, c'est un cas de viol. Et là aussi, le jeune Boubacar Sow a été condamné à 5 ans de réclusion criminelle. La justice étant désormais, selon le président de la transition, la boussole qui oriente la population, voilà pourquoi le juge de paix de Kouroussa a cru nécessaire de tenir ses audiences foraines sur place, ici à Kouroussa. Dernier virage avant le lancement officiel des travaux de construction des 5 ponts dans le Grand Conakry. Il s'agit de la phase d'indemnisation des impactés de ce méga projet déjà démarré par le ministère des Infrastructures et des Travaux publics. Les ayants droit ont même reçu leur chèque à la commune de Ratoma, n'est-ce pas Bakar Junior Camara? L'indemnisation des impactés dans la réalisation des projets routiers est l'une des exigences des partenaires techniques et financiers. Et les frais de ces indemnisations sont entièrement supportés par l'État guinéen. Dans le projet des 5 ponts à Conakry et Koya, l'État indemnise des impactés ici, à la commune de Ratoma. C'est la procédure normale avant de démolir une concession d'un citoyen. Et il faudrait vraiment faire l'étude de ce qu'il a investi pour vraiment l'indemniser et afin de travailler. Et c'est ça l'État. Les impactés sont de Kakimbo, Demoudoula, Kiroti, Kisoso et Kassonia, où ces 5 ponts seront construits dans un délai de 36 mois. Il y a d'abord eu la transparence dans la démarche, depuis l'évaluation sur le terrain jusqu'à aujourd'hui, à l'obtention du chèque de dédommagement. Lorsque les impactés sont remboursés, vraiment, c'est très important pour tout le monde. C'est ce qu'on veut. C'est bénéfique pour moi. C'est un bien que j'ai donné à la population. Selon la Direction nationale des voiries urbaines, ces indemnisations constituaient le talon d'Achille de ce projet, mais aussi la dernière étape de tous les aspects techniques avant le démarrage effectif des travaux. Nous avons 5 ponts à construire. Urgemment, nous avons Kakimbo et Kassoya. Kakimbo et Kiroti seront faits aujourd'hui, demain, et les jours suivants, nous serons à Kassoya. Dans la réalisation de ce projet de 5 ponts, la construction d'une route de 7 km entre km 36 et Bentoya, en passant par le district de Kassonia, est prise en compte. Et le coût de ce projet d'intérêt public financé en dons et prêts par le gouvernement hollandais s'élève à près de 60 millions d'euros.
Après 3 ans de travail, de concertation et de visite de terrain, l'ONU Habitat présente enfin au gouvernement le schéma directeur d'aménagement du Grand Conakry, Vision 2040, avec le financement de l'Union européenne, cet outil stratégique de planification territoriale et de projection des projets d'infrastructures futures vient remplacer le plan de développement de Conakry de 1989. Saint-Martin Fansinadono. En 2019, l'ONU Habitat, avec le financement de l'Union européenne, lançait le projet d'élaboration du schéma directeur d'urbanisme du Grand Conakry Vision 2040. Depuis, les approches participatives sont explorées. Une 50aine de rencontres, d'ateliers et de visites de terrain ont été effectuées pour réussir les étapes de collecte de données, d'analyse, de conception et de développement du schéma. Près de 1000 personnes issues des différents ministères sectoriels, des universités, des collectivités locales, des différents ordres professionnels et de la société civile ont participé aux travaux. 3 ans après, cet outil de planification stratégique et territoriale est finalisé. Cette rencontre est mise à profit pour le présenter aux autorités de la transition. Le schéma directeur du Grand Conakry, avec un horizon à 20 ans, il traduit la vision 2040 en un cadre d'aménagement qui doit permettre d'anticiper la croissance urbaine, de mieux gérer les territoires concernés, de réduire les déséquilibres et les inégalités au niveau spatial et territorial, de booster la prospérité, de protéger l'environnement et également de guider les investissements et améliorer le cadre de vie des populations à Conakry et dans sa région. Il s'agit d'un document de planification à long terme qui donne de grandes orientations concernant les usages des sols, les zones de restructuration et d'extension urbaine, ainsi que les grandes infrastructures à prévoir. L'Union européenne, en finançant ce projet, mesure la portée des infrastructures futures et du système d'assainissement, ainsi que la projection des données spatiales, démographiques, socio-économiques et financières. Le domaine de l'urbanisme concerne donc l'action gouvernementale et en même temps les conditions de vie très concrètes des populations. En particulier, l'aménagement urbain inclut d'autres sujets de primaire importance dans la vie quotidienne. À travers ce schéma directeur d'urbanisme, le gouvernement entend réussir le pari de répartition de la croissance démographique et d'intégration des centres secondaires dans le développement métropolitain de Conakry. Le schéma directeur d'urbanisme du Grand Conakry remplacera le plan de développement urbain de 1989. Aujourd'hui obsolète. Il le permettra de donner corps à la vision 2040 pour le Grand Conakry, suivant laquelle il convient de remplacer les équilibres territoriaux, de maîtriser les limites de la ville, de restaurer les paysages et de fabriquer une ville durable. Grâce à un appui additionnel de l'Union européenne, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire va développer une plateforme numérique pour héberger ce schéma directeur d'urbanisme du Grand Conakry 2040, ainsi que les plans d'aménagement détaillés de Matam et de Koya. La réalisation de ce schéma directeur d'urbanisme du Grand Conakry s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre concertée du projet Sanita Ville Durable initié par le gouvernement à travers le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Sur ce plateau, pour nous donner de plus amples informations, M. Alpha Oumar Diallo, directeur national de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme d'ATU. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir, Mme Arekele. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez présenté hier aux autorités le schéma directeur d'urbanisme du Grand Conakry, sachant que l'ancien schéma date de 1989. De façon simplifiée, de quoi est-il question? Bien, comme vous l'avez rappelé, le schéma directeur d'urbanisme de Grand Conakry, il s'inscrit dans la famille des outils de planification que notre pays a inscrit dans le Code de l'urbanisme. Il traite la planification à l'échelle de l'agglomération et notamment il donne toutes les orientations en termes d'occupation des sols. Il s'agit de quoi? Il s'agit de définir les zones agricoles,
les zones d'urbanisation, les zones environnementales, les zones qui sont protégées, et de décrire aussi certaines réserves qui vont servir pour les futurs aménagements. Et il a été l'initiative du gouvernement, et comme tout schéma directeur ou plan directeur d'aménagement, c'est soit une initiative des collectivités ou du gouvernement, et celui de Grand Conakry est l'initiative du gouvernement à travers notre ministère, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, mais son caractère consultatif a fait que ce plan s'inscrit dans une dynamique de contrat social entre les populations et le gouvernement. Il faut noter aussi que ce travail a été facilité avec nos partenaires de l'Union européenne à travers ce financement qui ont mis aussi en contribution l'ONI Habitat sous l'égide de Sanita Ville Durable et qui nous a permis de travailler, nous qui sommes à la Direction nationale de l'aménagement du territoire, pour trouver cet outil de planification qui vient abroger celui de 89 qui définissait une planification pour 800 000 habitants. Et aujourd'hui, nous tournons sur 2,5 millions d'habitants. Et sachant cette dernière information, comment ce schéma va-t-il contribuer à la transformation urbaine? C'est surtout cela la question, n'est-ce pas? Absolument. Oui. Et ce qu'il faut noter, la stratégie du développement de l'agglomération a changé. Il s'agit de faire de Conakry, de sortir de notre capitale de tout administratif, tout économique, tout service, tout emploi, du coup, tout nuisance. Et désormais, penser aux villes qui tournent autour de cette capitale, notamment Kindia, Dubreka, Koya, Fria, Mafreya et Bofa. Faire de ces villes-là des pôles secondaires. Et ce qui s'inscrit directement dans la vision du président de la transition, qui, il y a un mois en arrière, à travers son Excellence le Premier ministre, a convié plusieurs ministres, dont notre ministre, pour expliquer la vision du président. Celle de dire aux miniers, aux industriels, aux banques et assurances et à tous les grands services de se redéployer sur les zones périphériques. Et quelle est sa projection de mise en œuvre? Sa projection, c'est en 2040. Ouais, 2040. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Ou disons à partir de quelques mois en arrière. Okay. Ce qu'il faut noter, c'est la célérité avec laquelle le gouvernement actuel s'en est saisi de cet outil de planification. Vous verrez, on a déjà enclenché les désenclavements de Grand Conakry. C'est notamment la liaison entre Kabele et Kouria. C'est la liaison entre Symphonia et le Moulin. Et bientôt, on va lancer encore la liaison entre Kouria et kilomètre 5. Un autre élément qu'il faut noter, c'est celui qui permettra désormais de gérer notre foncier qu'on a en commun. Puisque cette plateforme qui est mise en contribution permettra de digitaliser tous les lotissements qu'on a à travers le Grand Conakry pour sécuriser les citoyens et les sortir de ce marasme de conflits fonciers. Merci, M. Diallo. Je rappelle qu'on était avec M. Alpha Oumar Diallo. Il est le directeur de la DATU. Plus de 167 millions d'euros de dettes contractées avec la France sont réorientées pour financer des projets de développement en Guinée. L'information est donnée par le comité de pilotage du contrat de désendettement qui vient de tenir sa 9e session et l'accord de la phase 3 du moratoire pour un montant de 5,8 millions d'euros est également signé. Le ministre de l'économie et des finances et l'ambassadeur de France en Guinée en sont les signataires. Mamadi Gassama. C'est le 9e comité de pilotage du contrat de désendettement et premier du genre au compte de l'année 2023. L'exercice consiste à faire la situation des taux d'exécution des projets bénéficiaires de ces fonds qui ont été réorientés vers des projets de développement. L'exercice consiste en co-construction entre Guinée et France à décider de l'affectation de la dette de la Guinée qui a été, vous le savez, transformée en crédit nouveau pour faire des projets d'intérêt général pour la population guinéenne. Instant mis à profit pour signer l'accord de la phase 3 du moratoire avec pour enjeu la réaffectation du reliquat à d'autres projets d'intérêt public.
Le reliquat du financement qui a été alloué dans le cadre de ce contrat de désendettement et de développement étant de 5,8 millions d'euros. Et il s'agissait de réaffecter ces projets, ce reliquat à d'autres projets, notamment le secteur de la pêche et de l'économie maritime, mais pour une fois au secteur de l'industrie culturelle. Donc c'est pourquoi aujourd'hui le comité s'est réuni pour accepter cette proposition d'arbitrage de ces 5,8 millions d'euros en faveur de ces deux secteurs-là, mais aussi renforcer les études dans l'industrie culturelle et dans le secteur de la pêche et de l'économie maritime. Le montant de ce contrat de désendettement s'élève à plus de 167 millions d'euros. À date, 131 millions ont été décaissés, soit 78% des taux de décaissement. Le projet de construction des raffineries, on en parle encore ce soir. Hier, 5 responsables de sociétés minières sont passés devant le ministre des Mines et de la Géologie pour s'exprimer sur le niveau d'avancement de l'exécution des instructions du chef de l'État, président de la transition. Il en ressort qu'aucune des 5 sociétés n'a encore déposé ses études de faisabilité, encore moins proposé un agenda. Memouna Bella Diallo pour les détails. Le projet de construction des raffineries de bauxite en Guinée tient à cœur le président de la transition. Pour sa matérialisation, les autorités sont catégoriques. C'est pourquoi, depuis quelques jours, les responsables des dites compagnies minières font le point devant le ministre des Mines. Il y a plusieurs engagements concrets de la part de GAC. Cet engagement est inclus dans notre convention minière et comme on continue à mentionner, nous voulons respecter notre convention telle qu'elle est décrite avec ses amendements. Nous avons le plan de construction de la raffinerie. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est pour préparer le chronogramme et trouver la solution de financement pour faire avancer le projet. Chaque société minière doit soumettre ses études de faisabilité, son chronogramme, sa garantie de financement et son plan de décaissement pour la mise en œuvre de sa raffinerie. Cela 24 heures après son passage devant le ministre des Mines, Moussa Magasouba. Nous sommes en train de travailler ensemble avec notre gouvernement, ensemble avec des partenaires chinois, étrangers, pour trouver une solution d'avancer. On est en train de finaliser en fait notre étude de faisabilité. On va respecter ce qu'il nous a demandé scrupuleusement et on va s'y mettre. Nous avons entendu les remarques qui nous ont été faites par le ministère. Nous avons pris des notes, notamment le chronogramme de réalisation du projet et le dépôt de garantie de financement ainsi que le décaissement par rapport à ces financements-là. Nous avons pris bien une bonne note. Des sociétés à l'image de Chalco sont invitées à tenir leur première session extraordinaire, au plus tard le 31 mars. Le ministre de l'Énergie et le haut-commissaire de l'OMVG étaient en séjour de travail à Kindia, plus précisément dans la sous-préfecture de Linsan. Ils sont allés voir les travaux d'installation du projet d'interconnexion électrique en cours de réalisation dans la zone, mais aussi pour mieux impliquer les parties prenantes pour que ce soit achevé ces travaux dans le délai imparti. Marouane Kamara. Achever les grands travaux en cours de réalisation en Guinée, une priorité du gouvernement de la transition, notamment dans le domaine de l'énergie. Après l'inauguration des postes d'électrique de Boké, le ministre de l'énergie et sa suite sont sur le terrain dans la sous-préfecture de Linsan. Objectif, s'enquérir de l'évolution des travaux d'installation du projet d'interconnexion électrique de 225 kWh de l'Insan. J'étais là le 11 février 2023. De cette date maintenant, là, nous avons constaté une évolution vraiment significative. Mais cela ne signifie nullement qu'on doit se limiter là, parce que déjà il y a eu des objectifs qui ont été fixés, mais qui ne sont pas à date respectés. Une fois opérationnel, ce poste stratégique de l'Insan permettra d'évacuer plus de 800 MW du réseau interconnecté de Kaleta, Swapiti et Amaria à long terme vers les pays voisins. Mais nous ne sommes pas satisfaits. Nous ne serons satisfaits que le jour où on va demander aux autorités de venir appuyer sur le bouton pour donner le courant à l'Abbé, à la Sierra Leone, en Guinée-Bissau, au Sénégal et en Gambie. Les entrepreneurs n'avaient aucune considération aux autorités locales, que vous n'avez pas le droit de regard sur ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Mais maintenant, quand je parle d'innovation,
C'est une liste de tous les projets que le Premier ministre a adressés à notre autorité. Après la visite des chantiers, la délégation et les entreprises contractantes se sont retrouvées pour échanger sur l'achèvement des travaux dans le délai imparti et conformément aux directives du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. 4500 tenues viennent d'être remises aux agents conservateurs de la nature. Ces tenues très attendues vont leur permettre d'améliorer leur image. Suivez la cérémonie officielle de remise avec Mamad Alpha Baldé. L'image est saisissante. Chacun de ces inspecteurs régionaux de l'environnement porte une tenue différente, bien qu'étant du même corps, celui des conservateurs de la nature. C'est désormais révolu sous l'ère CNRD. L'amélioration de l'image des corps militaires et paramilitaires est un principe fondamental. Après l'armée, la gendarmerie et la police, le corps des conservateurs reçoit à son tour 4500 tenues. On a reçu 4500 tenues qui vont être distribuées et d'autres aussi vont venir. Cela est très important pour la tenue de nos cadres, leur posture, leur dignité. Une fois, ils auront tous la même couleur. Donc, je remercie le président de la République, je remercie le ministre de la Défense et j'espère que ces tenues seront utilisées comme il faut. Après cette remise officielle, l'ensemble des inspecteurs régionaux seront mis à contribution pour que les agents, partout où ils se trouvent, reçoivent cette dotation gouvernementale. Le dispositif mis en place pour la distribution de ces tenues est que ceux qui sont dans les directions de Conakry et autour vont être servis ici, mais tous les éléments qui sont à l'intérieur vont être servis à travers les inspections. Là, on a la certitude que le dernier conservateur se trouvant à la ligne de frontière va avoir ces deux tenues par conservateur avec un effectif de 2213 personnes. Avec la fourniture de ces nouvelles tenues, les conservateurs de la nature seront désormais clairement identifiables sur le terrain. Fin de stage de la première promotion d'initiation commando de l'unité d'infanterie du camp. Ils sont près de 40 stagiaires à avoir suivi une formation dans plusieurs spécialités. C'est le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre qui a présidé la sortie de cette promotion. Adjudant Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. Au terme de 3 mois de dur labeur au centre de formation et d'aguerrissement commando du bataillon d'infanterie du camp Kamayenne, 40 stagiaires de la première promotion aguerrissement commando bouclent leur formation. Des techniques comme le combat corps à corps, combat de localité, protection de haute personnalité, entraînement au sol et la tactique sont des modules de formation légués aux stagiaires par les formateurs. Durant ce stage, j'ai dirigé une équipe composée des instructeurs, des moniteurs qualifiés pour entraîner ces stagiaires à un certain type de combat, zone urbain, tactique et de leadership. Le but escompté de ces stages a été considérablement acquis par les stagiaires en notamment améliorer leurs conditions physiques et leurs capacités tactiques ainsi que leur confiance en eux. Cet événement qui nous réunit ce matin est le fruit d'un long travail abattu. Les manœuvres ont été réparties entre le bataillon d'infanterie de camp Kamayenne BICC, le bataillon d'autonomes des troupes aéroportées BATA pour l'initiation des activités parachutes et au centre d'entraînement pour les opérations de maintien de la paix CMP Kinia pour la manœuvre de synthèse. Président cette cérémonie, le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre a exhorté les stagiaires. Si la formation a été rendue possible, c'est grâce à la volonté manifeste de la hiérarchie à tous les niveaux. Nous saluons très vivement cet esprit qui consolide davantage le savoir et le savoir-faire du soldat durant sa carrière militaire. Quant aux stagiaires, faites preuve des précieux enseignements reçus et restez en tout temps et en tout lieu dignes représentants de toute l'armée guinéenne. À travers ces séries de démonstrations, cette première promotion d'initiation commando a mis en exergue leur savoir-faire devant la hiérarchie militaire et les invités de marque avant leur prestation de serment.
Qualification du personnel soignant, des bourses pour une quinzaine de médecins. Il s'agit d'un master en santé publique financé par l'agence de coopération italienne. Ces apprenants en fin de cycle ont été présentés aux autorités sanitaires à Diatoubari. Le projet de soutien du système sanitaire national fait des heureux. Grâce à ce projet, 15 médecins sont boursiers d'un master en santé publique. Une formation académique assurée par des enseignants belges, maliens et guinéens. Parce que c'est la première fois en Guinée qu'on donne des bourses aux Guinéens d'étudier en Guinée. D'abord, c'est une expérience. C'est pour cela que nous qui avons participé, qui avons eu la chance d'être parmi eux, on est très fiers. Donc c'est pour cela qu'on toujours demande à ce que l'État nous utilise. Les boursiers ont été sélectionnés sur la base de plusieurs critères, dont celui d'être en service à l'intérieur du pays. La formation diplômante s'est tenue à l'université Gamal sur une durée de 3 ans à cause de la pandémie du Covid-19. Pour que ces prestataires formés qui bénéficient d'un cadre idéal d'offres de services puissent offrir de façon acceptable, accessible et disponible les offres de soins de qualité. Il s'agit donc d'une activité phare du volet formation du P3SN et également d'un excellent exemple de synergie entre différentes institutions qui collaborent depuis quelques années à la réalisation de ces masters. L'agence de coopération italienne est le partenaire financier de ce master en santé publique. Cette cohorte de médecins donc formés constituera une première relève pour nos directions nationales, pour nos projets et programmes, afin de remplacer nos collègues qui vont aller à la retraite. C'est une formation de très haut niveau. Dans quelques mois, ces 15 étudiants en santé publique vont faire leur soutenance. Le projet de soutien au système sanitaire national, qui est porteur de ce master, a démarré en 2019 en Guinée. Suite de la campagne de distribution de vivres aux fidèles chrétiens indigents des églises de la capitale, ce jeudi, la direction du Fonds de développement social et de l'indigence était avec les fidèles de la paroisse Sainte-Odile de Simbaya. Là-bas aussi, des sacs de riz et des bidons d'huile ont été donnés en cette période de carême, un geste du chef de l'État que les bénéficiaires saluent. Younoussa Tawel Kamara. Après la paroisse Sainte-Rita de Sangoya, c'est au tour des fidèles chrétiens indigents de la paroisse Odile de Simbaya de recevoir la délégation de la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence. Objectif, assister ces fidèles en cette période de carême en leur offrant chacun un sac de riz et un bidon d'huile. Un geste du président de la transition qui rassure davantage les bénéficiaires. Il a fait preuve, le président, de concrétisation de la laïcité. Il a fait comprendre au peuple de Guinée qu'il y a une bonne coalition entre la religion musulmane et la religion catholique pour nous offrir ces dons cette année qui ne soient pas seulement orientés d'un côté. Une première dans notre pays qu'un gouvernement vienne en aide à la communauté chrétienne pendant ces mois difficiles de prière et de pénitence qu'on appelle le mois de carême. Il nous vit chez nous pendant 40 jours. Donc c'est vraiment une joie et nous souhaitons que cette réparation soit pérennisée. En remettant ses vivres aux bénéficiaires, le directeur général du Fonds de développement social et de l'indigence a tout d'abord encouragé ses fidèles chrétiens qui, malgré leur handicap et leur situation économique, s'évertuent à accomplir leurs devoirs religieux en ce mois de pénitence avant de leur expliquer les motifs de ce don du président de la transition. Cette activité a deux portées essentielles. La première portée, d'abord, c'est une réparation sociale qui avait un peu trop perduré dans notre pays. La deuxième motivation, c'est une assistance sociale. Ce temps de carême dont la responsabilité elle est collective, où l'État, à travers le président de la République, son premier ministre, chef de gouvernement, le ministère de la promotion féminine, ont estimé qu'il était important d'aller vers ces fidèles chrétiens, nos sœurs, nos frères et sœurs en Christ, pour les témoigner
de soutien du président de la République. Les prochains jours, la délégation de la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence se rendra également dans d'autres églises pour procéder à la remise des vivres aux personnes nécessiteuses en cette période de pénitence. Direction Paris, la capitale française, où doit se tenir du 17 au 19 mars le Salon de livre africain. La Guinée, qui se positionne comme la capitale africaine du livre, est le pays invité d'honneur. L'ambassadeur de Guinée en France s'est exprimé sur le sujet. Il est au micro de Mohamed Souma. Suivi. Je voudrais, au nom du président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, de son Premier ministre, le docteur Bernard Gomou, chef du gouvernement, dire combien nous sommes honorés d'être le pays invité d'honneur de cette deuxième édition du Salon du livre africain de Paris. Nos félicitations pour ce travail de qualité qui donne une place réelle à la littérature de notre continent. Les livres ont le pouvoir de répondre aux défis de la transition, de saisir les réalités historiques, culturelles et économiques. Les livres nous aident à combattre les inégalités et la désinformation. Le récit est un outil extrêmement efficace pour éduquer les plus jeunes générations. Les livres sont aussi des vecteurs essentiels pour transmettre et promouvoir l'éducation, la science, la culture et l'information. C'est la raison pour laquelle notre pays a pour ambition de faire de Conakry notre belle capitale, la capitale africaine du livre, à l'image de Ouagadougou pour le cinéma, de Bamako pour la photo, de Dakar pour l'art et Niamey pour la mode. Fini ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. J'ai été très ravie de vous servir pendant ces 4 jours et vous dis à très vite sur la RTG. Bonsoir.